Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, coordinateur du parti de gauche. Est-ce que vous, en tant que responsable politique, vous assumez pleinement le choix du Premier ministre d'affréter un avion privé à 350 000 € pour rejoindre Paris en partant de Nouvelle-Calédonie? Ça fait cher, quand même, non? Pour un gouvernement qui explique que 5 € d'APL en moins, ce n'est rien pour ceux qui vont le subir, mais qui manifestement estime que 350 000 €, c'est pas très grave. Au-delà de ça, moi, je ne suis pas un spécialiste des affrètements d'avions privés, donc, mais là, manifestement, il s'agissait seulement de gagner 2 heures. Et puis plus profondément, si vous voulez, cet été, quand nous avons voté la loi sur la confiance publique, nous avons regretté que tout se concentre sur les députés. Il fallait le moindre justificatif. Pour réduire le train de vie aussi du gouvernement, des ministres. Poser ces questions-là sur l'exécutif, justement, de contrôle, de pouvoir que le Parlement contrôle de manière naturelle ce qui se passait. On nous a répondu non, on a voté non. Je trouve que c'est dommage parce que là, on aurait pu répondre finalement à la question de manière tranquille. Est-ce que c'était nécessaire ou pas? Peut-être que ça l'est d'ailleurs, hein, je ne préjuge pas. Mais on voit bien que c'est pas sain de seulement pointer les députés comme ceux qui provoquent une défiance de la vie politique et puis de laisser l'exécutif, la présidence de la République hors de tout ça. On va écouter Gabriel Attal, député La République En Marche des Hauts-de-Seine, qui prend la défense du Premier ministre ce matin. Il fallait quand même assurer cette continuité de l'État. On savait qu'Emmanuel Macron devait partir. Il doit y avoir toujours une des deux têtes de l'exécutif. Je pense que 2 heures à 350 000 €, c'est cher. Voilà, je pourrais vous répondre. Encore une fois, peut-être que si on fouille, on va s'apercevoir que finalement, ça ne coûtait pas beaucoup plus cher qu'un vol normal. Mais c'est une règle absurde de dire il faut qu'il y ait une des deux têtes de l'exécutif qui soit en métropole. Pas forcément. C'est pas forcément une règle absurde, mais par contre, des plannings, des emplois du temps qui sont quand même prévus à longue date, ça peut peut-être s'anticiper. Si vous voulez, il y a quelque chose de désagréable, c'est que on demande aux Français de se serrer la ceinture de partout. On nous explique qu'on demande à des amendements qui coûtent quelques centaines de milliers d'euros à certains moments pour tel ou tel secteur de la population. Ah non, c'est impossible, vous comprenez les déficits. Et là, on nous explique que pour 2 heures, eh bien, c'est nécessaire d'annuler un premier vol et de se reporter sur le deuxième. C'est ça qui va pas, c'est ce double langage qui n'est pas satisfaisant et qui, à mon avis, irrite beaucoup les gens avec raison. Alors, il y a le projet de loi immigration qui fait aussi beaucoup réagir. Est-ce que pour vous, les services de l'État doivent pouvoir accéder aux centres d'hébergement? Non. Non, parce que alors, la conséquence concrète, ça va être très simple. C'est que les gens ne vont plus oser aller dans les centres d'hébergement et donc vont se retrouver toujours plus dans des situations précaires où seules les associations les aident. Je vous rappelle, dans les trottoirs des villes, souvent ayant des problèmes de faim, de santé. Enfin, c'est pas comme ça qu'on traite les êtres humains. Donc, et ça ne réglera pas la question. Donc non, c'est vraiment pas satisfaisant. Cette loi globalement qui se prépare, contre lequel je remarque des députés d'En Marche manifestement commence aussi à monter, elle est à la fois inhumaine, inefficace, parce qu'on ne réglera pas la question de réfugiés venus en France et en Europe pour des raisons impérieuses, qu'elles soient de guerre, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient économiques. On ne les réglera pas en durcissant, j'allais dire, l'accueil de ces étrangers dans notre pays. Simplement, est-ce qu'on peut mieux gérer l'accueil au principe républicain de notre pays? L'idée, c'est, si j'ai bien compris, de mieux gérer l'accueil, c'est en tout cas ce que dit le gouvernement, pour accueillir les personnes qui en ont le plus besoin, des réfugiés politiques qui suivent la guerre dans le pays. Oui. Comme disait Michel Rocard, est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde? Je connais cette phrase, oui. On est dans une situation, si vous voulez, où du fait du libre-échange, du fait des questions climatiques qui ne faut faire que s'aggraver, du fait des guerres sur lesquelles les pays occidentaux, enfin les pays industriels, ont quand même beaucoup plus de responsabilités que notamment les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a des migrations contraintes de plus en plus importantes. Vous savez, pendant longtemps, on ne les a pas regardées parce que ça se passait entre pays du Sud et non pas à l'échelle de dizaines de milliers, mais de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et là, tout d'un coup, ça arrive en Union européenne. Donc la question, elle ne peut pas être sur ça de mettre des barbelés toujours plus haut. Quand des gens partent parce que risquent leur vie en Méditerranée, risquent leur vie dans des cols sur les Alpes, risquent leur vie avec des passeurs en Libye qui deviennent des trafiquants d'esclaves, comprenez que ce n'est pas telle ou telle mesure de durcissement de l'accueil qui va régler la question. Donc il faut se dire qu'il faut régler les causes, et ça, notre pays doit absolument s'engager et rompre avec beaucoup de politiques menées depuis des années d'un point de vue économique. Parce que là, la tradition d'accueil, elle est menacée en France. Bien sûr. Vous vous rendez compte? Non, on a deux problèmes. On a d'abord une situation d'accueil des migrants. Je rappelle que pour l'instant,
ce ne sont que quelques dizaines de milliers de personnes par an. Il faut voir les chiffres, c'est-à-dire 80 000 personnes qui demandent le droit d'asile, dont certains d'ailleurs l'ont déjà demandé, donc ce n'est pas une arrivée nette. À peu près un tiers qui, sur les critères des conventions de l'ONU, sont acceptés. Donc on voit bien que ce n'est pas un raz-de-marée, qu'on arrête de nous dire ça. Bon, donc pour l'instant, c'est ça les chiffres. Pour l'instant, c'est ça les chiffres. Et non seulement on va durcir à tout niveau les conditions d'accueil, mais en plus on criminalise les soutiens. Rendez-vous compte que dans les Alpes, des gens risquent des condamnations simplement pour avoir donné à manger à des migrants qui arrivaient en crevant de faim de l'autre côté de col alpin. Mais où va-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette société qui n'est pas capable d'un peu de fraternité ? Je vous rappelle que ce sont des êtres humains. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais en plus, on ne réglera pas le problème. On va faire quoi ? On va les rejeter on va les rejeter à la mer. On va les rejeter de l'autre côté des Alpes, etc. C'est pas ça qui réglera la question. Vous avez applaudi la députée Sonia Crimi, donc de La République En Marche, lorsqu'elle a pointé le risque que les centres de rétention se transforment en centres de détention. Il y a un vrai risque pour vous sur ce sujet-là ? En plus, si vous voulez, là où il y a hypocrisie, c'est que le gouvernement nous dit ah ben maintenant on va mettre en place suffisamment de dispositifs d'accueil. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas avant ? Rendez-vous compte que dans une capitale comme Paris, dans l'Île-de-France, on a notamment un centre d'accueil de quelques centaines de personnes à Porte de la Chapelle, que chacun c'est insuffisant, qui fait en plus un accueil de jour, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des centaines d'autres personnes à l'extérieur, dont seules les associations gèrent. L'État laisse les associations gérer pour lui ce qui est le minimum, c'est-à-dire un accueil digne de ce nom. Donc moi je suis vraiment très alarmé. On a voté, en plus, je vous rappelle, dans la transformation de l'état d'urgence en loi commune, des articles très inquiétants qui n'ont aucun rapport avec le terrorisme, qui auraient dû être des cavaliers, sur le contrôle aux frontières ou autour des gares, autour des aéroports, qui a un réel contrôle aux faciès. Et je trouve que, vous savez, le problème, c'est que quand on est très dur comme ça avec des migrants, avec des réfugiés, c'est le pays lui-même et les principes du pays lui-même qui se transforment. Et je crois que c'est peut-être aussi un des plus grands problèmes que nous affrontons. Il y a le Conseil national du numérique qui a démissionné en bloc cette semaine après la démission forcée de Rokhaya Diallo. Elle défendait les ateliers non mixtes dans l'éducation nationale en réponse à un racisme d'État. Est-ce que vous cautionnez ces ateliers non mixtes ? Alors déjà, je m'insurge contre le fait qu'on ait démissionné Mme Diallo. Je suis très content que la présidente de cette commission, de ce groupe, ait marqué son refus. Je trouve que c'est sidérant. Si on ne peut pas accueillir justement une autre parole dans une commission de ce type, où va-t-on ? Je veux dire, c'est mauvais signe qu'on envoie. Bon, j'ai déjà donné mon point de vue sur ces ateliers non mixtes. Nous ne sommes pas sur l'idée de faire des ateliers qui sont réservés d'une manière ou d'une autre, quoi qu'on dise, à des gens selon leur couleur de peau, même si je sais que ce n'était pas ce que voulait le syndicat en question qui l'a fait, ce n'était pas ça sa préoccupation. C'eût été tout autre chose, par exemple, de faire des ateliers regroupant des enseignants qui travaillent dans des lycées, dans des quartiers populaires, pour problématiques communes, mais on ne peut pas faire, surtout quand on est un syndicat, on ne peut pas, délimiter des ateliers par la couleur de peau, c'est impossible. C'est une forme de racisme alors, parce que Rokhaya Diallo, elle dit c'est fait pour lutter contre le racisme d'État. Je ne crois pas une seule. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Mais les syndicalistes de Sud qui ont fait ces propositions, je me retrouve souvent à leur côté pour me battre pour les moyens pour l'école et notamment justement pour les moyens de meilleure intégration d'une école républicaine. Donc je sais qu'ils sont absolument pas racistes, mais à un moment donné, on peut pointer une erreur, et celle-ci en est une. Voilà. Maintenant, je vous fais remarquer une chose, c'est pas au nom de ça que le ministère les attaque, c'est au nom, en réalité, d'avoir parlé de racisme d'État, ce que Bourdieu définissait depuis longtemps, sans me prononcer sur cette définition. En tout cas, ça c'est un vrai problème de délit d'opinion et de délit, j'allais dire, vis-à-vis de la liberté syndicale. Ça, je le dénonce. Vous assumez que Danielle Obono, elle, défende ces ateliers non mixtes ? La dernière fois que je suis venu ici, on m'a déjà parlé de Danielle Obono. Écoutez, Danielle, on a eu des avis qui pouvaient être différents sur ce thème. Ça ne me semble pas être un clivage décisif. Ce que je sais, c'est que Daniel, notamment sur les questions, et là en plus ça n'a aucun rapport avec ça, mais sur les questions de laïcité, est exactement sur notre position, et moi ça me va très bien. Alors hier, une 6e ordonnance a été signée en Conseil des ministres, une 7e est en préparation pour la loi travail. Est-ce que vous lâchez sur cette loi travail ? Vous dites bon maintenant c'est trop tard, quoi. Alors non seulement on lâche rien, parce que quand on gouvernera le pays, nous l'abrogerons.
Voilà, je vous l'annonce. Et on reviendra au fait que la loi protège les salariés et à une série de choses absolument catastrophiques dans cette loi qui dérégule et qui la protection des travailleurs dans ce pays. Par ailleurs, le combat va continuer, mais là, il va être syndical. Notamment dans les branches, dans les entreprises, il y a des luttes qui gagnent en ce moment. Il y a les salariés, par exemple, d'Honnête, sous-traitants de la SNCF qui se sont mis en grève 44 jours, qui ont gagné au bout de 44 jours. Les sous-traitants de Vélib qui ont gagné. J'espère que ceux de Holiday Inn qui sont aussi en lutte vont gagner. Donc, je crois que le gouvernement a ouvert une boîte où j'espère que vont s'engager des mobilisations pour arriver à atténuer les effets absolument négatifs et dévastateurs de cette loi travail. Alors, c'est pas ce que dit Pierre Gattaz, évidemment, le patron du MEDEF. On l'écoute. Remarqué qu'on n'est pas sur la même ligne. C'est pas le bon pari qui fait Emmanuel Macron? Non, c'est la loi Gattaz. Je comprends qu'il soit d'accord. Non, c'est la loi travail, c'est la loi Gattaz. Oui, la loi travail, c'est la loi Gattaz, la loi MEDEF. Je comprends que ce secteur du patronat, parce qu'ils sont loin de représenter tous les patrons, soit satisfait d'une loi qu'ils ont promue depuis des années. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est évident et qui montre un peu comment dire le côté pervers du système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques jours sont sorties les statistiques sur les inégalités dans le monde. Partout, les inégalités se développent. L'écart entre les plus riches et la majorité de la population augmente. Et pendant très longtemps, on a atténué par les caractéristiques de l'État social français, on a atténué ces disparités. Et là, on fait comme si ce gouvernement voulait rattraper le retard. Comme si en réalité, l'étalon pour se comparer par rapport à d'autres pays, pour juger qu'on a une économie saine, c'est d'aggraver ces inégalités. Donc on donne beaucoup aux plus riches, ça c'est le budget dont on va parler ce matin, et on dérégule le travail pour que les salariés aient encore moins de possibilités de se défendre. C'est un tout, c'est la politique du MEDEF, c'est pas la nôtre. Il va y avoir une échéance électorale en 2019, les européennes. Est-ce que vous savez déjà qui va conduire la liste chez vous? Non, on ne sait pas encore. Il y aura une liste France Insoumise, ça c'est sûr, et il y aura une liste qui se battra au nom d'une Europe insoumise, c'est-à-dire qui construit un autre projet européen, mais en sortant de ces des traités actuels qui ne le permettent pas, justement parce que ce sont les traités de la concurrence, ce sont les traités du dumping, ce sont des traités du nivellement par le bas, et ça, on ne construira pas un projet européen sur ces bases-là. Une liste France Insoumise, mais il y aura des alliances ou vous allez y aller seul? Avec qui? Ah, je ne sais pas, c'est une question. Génération peut-être de Benoît Hamon ou autre? Nous, on écoute ce que dit Benoît Hamon. Bon, on a noté quelques inflexions heureuses, nous a-t-il semblé, vers ce que nous on définit comme le plan A, plan B, c'est-à-dire le fait de pouvoir imposer un rapport de force vis-à-vis de l'Union européenne en disant qu'on ne suivra pas à chaque fois on ne se laissera pas contraindre par celle-ci quand la politique que nous voulons mener est contraire aux directives européennes, aux directives d'austérité. Bon, on verra bien jusqu'où ça va. Pour l'instant, en tout cas, il est clair qu'il y aura une liste France Insoumise, il est clair qu'il y aura une liste qui se battra pour un autre projet européen sur la sortie des traités. On verra ce que Benoît Hamon fait à ce moment-là. Hier, Jean-Luc Mélenchon a critiqué l'attitude autoritaire de François de Rugy. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au président de l'Assemblée nationale ? Moi, j'avais dit ici, je crois que c'était ici, j'ai dit qu'il était politico-rigide. En fait, il est psycho-rigide aussi. Ce que je reproche, c'est cet aspect autoritaire qu'il implique dans l'Assemblée. Des fois, on a l'impression qu'il se prend pour notre instit, quoi. Je veux dire, l'autre jour, il y a une question au gouvernement, des bancs de la droite viennent des mots, certes, peut-être pas très agréables, et tout d'un coup, il nous dit mais si c'est comme ça, on va arrêter les questions au gouvernement. Mais pour qui se prend-il ? Je vous rappelle qu'il n'a pas cette prérogative. Et en plus de ça, si vous voulez, moi, ce que je crois, c'est que M. de Rugy, en réalité, réagit comme ça parce que il est le président d'une assemblée et il laisse faire, qui n'est plus que la courroie de transmission du gouvernement. C'est-à-dire le président de la République ordonne et on a toute une majorité, même quand elle n'est pas d'accord, qui applique, j'allais dire, à la virgule près, la politique décidée par l'Élysée. Cette assemblée est en train de s'atrophier. C'était déjà le cas sous la Ve République, c'est pour ça qu'on veut passer à une sixième République parlementaire, mais c'est de pire en pire et je crois que c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils se durcissent, pour ça qu'ils se raidissent, c'est pour ça que quand François Ruffin a incarné le fond de son discours, tout d'un coup on lui met une amende amende confirmée justement hier à l'encontre de François Ruffin pour le port de ce maillot de football. Le vieux monde pénalise François Ruffin. C'était pas une provocation quand même de la part de François Ruffin ? Vous savez, François Ruffin, il a reçu des centaines de milliers de messages venus de footballeurs amateurs, des clubs, des entraîneurs qui le félicitent. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait peut-être qu'à un moment donné, cette assemblée se dépoussière. Je veux dire que quand on a... Mais on ne peut faire passer des messages qu'en faisant du buzz ? Non, mais excusez-moi, mais il n'a pas fait que du buzz. Il a supporté
un moyen Il y a un règlement à l'Assemblée, on doit avoir une tenue on peut changer le règlement. On peut peut-être penser que l'Assemblée du XXIe siècle, il y a des possibilités, vous savez, pourquoi pas même d'avoir des supports qui permettraient de mieux expliquer le discours. Vous savez qu'on est de plus en plus suivi, vous êtes la chaîne qui fait en sorte que c'est suivi. Pourquoi n'imaginerions-nous pas, justement, dans un souci d'éducation populaire, qu'on puisse nous autoriser à avoir tel ou tel élément qui appuie notre discours. C'est ce qu'a fait François avec son maillot. Et ça a été compris, je vous assure, par ceux à qui il était destiné, mais manifestement pas M. de Rugy, qui devrait un peu plus